Bienvenue à toutes, à tous. Cette séance toujours très agréable des communications libres parce que très variée qui va nous emmener sur des chemins très différents avec des niveaux de discussion qui s'annoncent très, très intéressants. Voilà notre secrétaire général qui nous rejoint. Donc, vous savez que par tradition, bien, la séance s'ouvre avec les informations générales de l'Académie. On va se charger, professeur Joannet. Oui, donc nous allons voir une séance de communication libre. Ces communications sont très demandées. Vous êtes aujourd'hui, il y a de nombreux orateurs, donc on va vraiment tenir le temps de parole pour que tout le monde puisse parler et échanger. La question se pose d'ailleurs, Monsieur le Président, de mettre au programme de l'Académie une 4e séance de communication libre, tellement elles sont demandées. Pour l'instant, il y en a 3 par an. Et donc, on verra la décision. Le temps de parole, on va la baisser à 12 minutes. Donc, je parle aux orateurs. Et 12 minutes, ceux qui ont préparé 30 diapositives, et voilà, effectivement, donner quelques informations par plaque pour qu'on puisse entendre avec beaucoup de confort notre collègue qui a quand même fait le déplacement depuis Tokyo et qui passe en dernière position aujourd'hui. On ait du temps pour qu'il puisse s'exprimer tranquillement. Voilà, bienvenue encore une fois. Alors, eh bien, donc, juste un petit mot sur le déjeuner avec le journaliste du Point, Monsieur le Président. Le déjeuner était très bon, oui. C'est très bon. Mais alors, vous avez tous vu ou été informés de cet article du Point qui voulait sélectionner les bons chirurgiens par le nombre de leurs publications. Nous leur avons répondu. J'ai lu en public le communiqué qui a été fait par l'Académie. Disant qu'aucune étude n'avait démontré qu'il y avait un lien entre la qualité ou le nombre des publications et la qualité des chirurgiens, et que cet article qui distinguait finalement une élite qui ne représente en nombre que 5% de la communauté chirurgicale laissait de côté 95% des chirurgiens et toute leur clientèle avec, qui déjà avaient sans doute pris des dispositions, des rendez-vous, etc. Donc, sur le fond, il n'y avait pas grand-chose à dire sur la méthode, sauf que c'est un angle très restreint d'approche des problèmes de santé qui se posent, que ce soit chirurgical ou autre, actuellement en France. Mais la méthodologie employée était tout à fait correcte. D'ailleurs, nous avons tous reconnu dans les classements des gens que nous connaissons bien et dont nous pouvons garantir qu'ils sont à leur place à ce niveau du classement. Mais en aucun cas, et c'est là le problème de la forme, ça peut se transformer en recommandation, comme il le disait dans un paragraphe, sous le manteau, vous savez, des bons chirurgiens parce qu'ils figurent dans ce classement. Donc, on a mis les choses au point. Je pense qu'ils en sont convenus et on a fait un tour d'horizon sur finalement tout ce qu'il faudrait imaginer en France. Et ils n'avaient pas l'air de connaître Visuchir, alors qu'on a ici entendu plusieurs fois le docteur Bontemps, et c'est un travail qui a été inauguré par la CNAM, et qui finalement montre déjà sur 5 disciplines des choses intéressantes. Alors peut-être pas au niveau de l'élite, mais l'élite n'a probablement pas besoin de ce type de publicité, mais ce qui se passe vraiment en bas, et probablement sur les territoires, comme on dit, la France profonde, des zones où peut-être il y aurait vraisemblablement des réformes de structure à faire pour élever le niveau de cette chirurgie, pour parler en quelques mots. Donc on est convenu de nous revoir et de discuter éventuellement la façon dont on peut communiquer, parce que c'est très délicat d'aller faire un classement des mauvais hôpitaux ou des mauvais chirurgiens, il n'en est pas question. Donc voilà, il y a un travail à faire et dont j'espère la synthèse sera le reflet de la complexité du système de soins, en particulier dans les petites villes moyennes où il faut quand même qu'il y ait une activité chirurgicale, ne serait-ce que pour assurer les urgences. Et donc, c'est la question aussi que nous avons posée, des déserts médicaux. Est-ce qu'il y a des déserts chirurgicaux? Peut-être quelques-uns, mais surtout la nécessité de bien définir les plateaux techniques à mettre à disposition d'un bassin de population qui devrait pouvoir se standardiser. Voilà, je pense qu'on pourrait y parler longtemps, je vais essayer d'être synthétique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette information de la discussion donc, qui nous a, non pas opposé, mais qui nous a réunis avec le Point pour essayer qu'ils évoluent dans leur façon de juger et de classer, ce qui a choqué certains, je vois ici, les chirurgiens. Très bien. Une dernière information concernant la vie de l'Académie. Nous avons donc accueilli hier Anna Guillemin, qui est donc la nouvelle secrétaire qui remplace Fatia El Morabit, et donc les dossiers qui étaient en suspens vont pouvoir reprendre leur cours. Je parle des e-mémoires, je parle des candidatures, de la gestion des dossiers de candidature, d'un certain nombre de sujets qu'elle a en charge. Voilà.
Bon, donc Et vous les pouvez donc la groupes, rencontrer, elle est à son poste et elle vous fera sûrement un très bon accueil. l'équipe administrative Voilà. de l'Académie est au complet, avec une déléguée générale et une secrétaire Absolument. administrative dont les missions ont été fixées. Très bien, merci. Alors, on va donner la parole pour la synthèse et le résumé de la séance précédente. Alors, la séance de la semaine dernière, du 24 mai, était consacrée aux arguments en faveur de la centralisation des traitements chirurgicaux des cancers basés sur l'étude de la morbimortalité. La première communication était de Guy Valencien sur les résultats de la prostatectomie radicale selon le volume opératoire en France. 96 072 prostatectomies radicales ont été réalisées entre 2016 et 2020, 75% dans les CHG, 50% dans les cliniques et 25% des CHU qui n'atteignent pas le seuil de 35 par an. Dans les établissements opérant 1 à 25 cas par an, les taux de complications, de passage en réa et de décès sont respectivement augmentés de 37%, 260% et 155% par rapport aux centres opérant plus de 52 cas par an. Ces taux sont doublés dans les centres qui opèrent moins de 10 cas par an. Choisir son centre. Guillaume Pissel, la discussion de tout à l'heure. de Lille, centralisation de la chirurgie œsogastrique en France et en Europe, où en est-on? La mortalité post-opératoire est de diminuer de 70% dans les centres opérant plus de 60 œsophagectomies par an. La survie à 2 ans est améliorée. Tenir compte aussi du nombre de cas par chirurgien et pas seulement par centre, et adopter une organisation territoriale. Mehdi El Amrani de Lille, faut-il centraliser la chirurgie pancréatique en France? Une analyse factuelle. La mortalité de la DPC en France est de 8,2% à J90. 9% dans les centres à moins de 10 cas par an, 5,8% à ceux de plus de 20 cas par an. Cette mortalité n'est pas dépendante des comorbidités ou du taux de complications, mais de la qualité de la gestion des complications. La survie à 2 ans est meilleure dans les centres à haut volume. La valeur du plateau technique est essentielle pour gérer ces complications. Jacques Meurette de Paris, argument pour la centralisation du traitement chirurgical des cancers de l'ovaire basé sur les données de morbidité et mortalité en France. 27 105 patientes ont été opérées entre 2009 et 2016. Après modèle de Cox et score de propension, la comparaison des centres à moins de 10 cas et ceux à 20 cas ou plus montre dans les petits centres un taux de décès à J30 multiplié par 2,22 par rapport au centre à plus de 20, un taux de décès à 1 an augmenté de 37,9%, une diminution significative de la survie à 5 ans. Le seuil est à 20 pour viser une cytoréduction complète. Norbert Ifra de l'INCA, justification des principales raisons globales pour les propositions de seuil faites au ministère sur l'ensemble des champs de la cancérologie. Seule est analysée l'activité d'exérèse dans la littérature et les bases de données. Les seuils d'accès à 5 font respectivement passer les centres œsogastriques de 162 à 62, les centres pancréatiques de 296 à 167, les seuils de 20 pour l'ovaire de 307 à 30, et concernant le cancer du sein dont le seuil est passé de 30 à 70 par an, le nombre de centres passe de 393 à 264. Ces seuils ont été calculés à partir de comme je l'ai précisé, de la littérature et des bases de données, mais ils tiennent compte également des possibilités d'accès au centre. Muriel Rabord, Claire Defil de la DGES, la réforme des autorisations d'exercer l'activité des soins de traitement du cancer par chirurgie oncologique issue des décrets du 26 avril 2022, autorisation, seuil, gradation de l'offre, RCP de recours, plateau technique, tout est précisé dans les décrets récemment sortis. Une réorganisation territoriale qui va dans le bon sens sera-t-elle vraiment appliquée? Alors, c'est vraiment toute la question. Bravo. Tout se résume, merci. Tout se résume à ça. Ça paraît logique d'évoluer dans ce sens. Et au fond, est-ce qu'on va vraiment priver un chirurgien de son activité si on lui enlève entre 10 et 20 interventions par an, c'est-à-dire à peu près une intervention et demie par mois? Bien sûr que non. Il pourra s'exprimer dans tout le reste de la discipline. Et évidemment qu'on augmentera ainsi la qualité. Je rappelle qu'il s'agissait là exclusivement de cancérologie, donc de pronostics immédiats engagés, par exemple, dans les envahissements du péritoine par les cancers de l'ovaire.
Très bien. C'était la séance dernière. Elle est close. Merci pour cette remarquable synthèse.